Code Lyoko est un dessin animé qui a marqué une génération entière. Malgré la fin de sa diffusion en 2007, le dessin animé a encore aujourd'hui une base de fans loyaux qui chérissent chaque petit souvenir forgé par cette série mythique. Avec son succès international, on en venait à se demander pourquoi est-ce que Moonscoop, le studio de production de la série, n'en a pas profité pour étendre l'univers de Code Lyoko avec des séries dérivées ou même une suite. Il a fallu attendre 2013, soit 6 ans après la fin du dessin animé original, pour avoir la suite tant attendue de la série du nom de Code Lyoko Evolution. Code Lyoko est mon dessin animé préféré. J'en ai même fait une rétrospective complète sur cette chaîne, qui est un peu vieille mais que je vous invite quand même à regarder. Beaucoup de personnes m'ont demandé d'en faire une sur Code Lyoko Evolution, et je ne vais pas vous mentir, j'ai pris mon temps, hein. Parce que je n'avais tout simplement pas envie de regarder la série, tout d'abord à cause de sa réputation peu flatteuse, mais aussi à cause des quelques extraits que j'avais vus à l'époque qui ne me donnaient franchement pas envie. Sans parler de ses similitudes avec une autre adaptation en live action à la réputation tout aussi nauséabonde. Mais bon, j'ai finalement décidé de terminer ce que j'avais commencé et de m'asseoir devant les 26 épisodes de cette suite. Et vous allez vite comprendre pourquoi je n'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi et comment est-ce que Code Lyoko Evolution est la suite qui a tout gâché. Avant de se concentrer sur Code Lyoko Evolution, prenons un instant pour se remémorer les grandes lignes de la série originale. La série raconte l'histoire de 6 collégiens du nom de Jérémy, Ulrich, Yumi, Odd, Aelita et William, qui combattent Xana, un programme multi-agent dans le monde virtuel de Lyoko. Vous pouvez remplacer ici programme multi-agent par virus informatique. Pour vous résumer la fin de la série, nos héros sont parvenus à venir à bout de Xana grâce à un programme multi-agent, le même type de programme que Xana, conçu par Jérémy grâce à l'aide de Franz Hopper, créateur du monde de Lyoko, de Xana, et également le père d'Aelita, qui se cachait dans le monde virtuel pour échapper à Xana. Oui, cette boule d'énergie est Franz Hopper. Aelita tient plus de sa mère, c'est pour ça. À la fin de la série, Franz Hopper se sacrifia pour permettre à Aelita d'activer le système multi-agent et ainsi mettre un terme à leur lutte contre Xana. Une fois leur plus grand ennemi hors d'état de nuire, nos Lyoko guerriers décidèrent à l'unanimité d'éteindre le supercalculateur, l'ordinateur quantique qui génère le monde de Lyoko, et d'ainsi mettre fin à leur vie de héros. La fin de la série était loin de répondre à toutes nos interrogations, mais clôturait l'histoire de manière assez satisfaisante pour plaire aux fans de la série. Code Lyoko Evolution est une suite directe de la série originale. Selon les producteurs, elle n'est pas la 5e saison, mais n'est pas un spin-off non plus. On continue de suivre nos protagonistes dans leur quotidien au collège Kadik, alors que Xana, que l'on croyait vaincue, revient contre toute attente d'entre les morts. Nos héros n'auront pas d'autre choix que de rouvrir le supercalculateur dans le but d'enquêter sur son retour soudain. Bon, avant de continuer, commençons par aborder le plus grand changement de cette suite. Toutes les phases dans le monde réel sont désormais filmées en prise de vue réelle. Quel est mon avis là-dessus ? L'utilisation de l'animation 2D, couplée à un style graphique unique, fait partie intégrante de l'identité de la série originale. L'animation 2D, ou animation traditionnelle, est un médium qui offre une liberté de narration presque infinie. Prenons comme exemple les attaques de Xana dans la série originale. Ces offensives dans le monde réel pouvaient prendre des proportions totalement démesurées. Je vous rappelle... Nounours géant, armure de samouraï, attaque sur centrale nucléaire, attaque de rats d'égout, bulldozer, réplique d'aliens, frelons, nanomachines, musique qui fait halluciner, changement de gravité, robots géants et j'en passe. Et ça c'était juste la saison 1. L'animation 2D des premières saisons permettait de donner libre cours à l'imagination des scénaristes et à nous donner des situations aussi farfelues qu'impressionnantes, au détriment d'un budget de production beaucoup plus faramineux comparé à de la prise de vue réelle qui, certes, a un moindre coût, mais offre des possibilités de narration plus limitées et dans le cas de cette série, difficile à rendre crédible sans effets spéciaux coûteux. On se retrouve finalement avec un dilemme qui ne se règle que par l'argent, le pire ennemi de tout créatif qui se respecte. J'ai aussi comme théorie que Moonscoop avait comme volonté de vouloir garder la production intégralement en France, plutôt que d'avoir à sous-traiter une partie de leur animation en Chine. Même si je comprends que Moonscoop soit passé à de la prise de vue réelle par souci budgétaire et par simplicité logistique, le choix artistique me chagrine énormément. La série originale avait un cachet qui la rendait unique. Répliquer son charme avec un autre médium sera une tâche ardue. Voyons voir si le parti pris est réussi en commençant par le casting. Casting. Je veux pouvoir dire ce que j'ai de positif à dire pendant que j'en ai encore le temps. Le casting de Code Lyoko Evolution doit être la partie la plus réussie de toute la série. J'étais un peu froid au début en regardant la tête des acteurs, mais vous savez quoi ? C'est très réussi. Déjà, la ressemblance est là. Jérémy, Ulrich et Yumi sont parfaitement castés. Aelita fonctionne très bien aussi, même si je trouve sa perruque un peu cheap à mon goût. William ressemble moins, je trouve. Ils auraient pu fournir un petit effort pour avoir une coupe de cheveux plus ressemblante. Mais les fangirls adorent l'acteur, donc je suppose que ça marche. J'ai gardé la plus grosse surprise pour la fin. Bon, je vous le dis tout de suite, j'étais très inquiet pour Odd. Tout d'abord parce qu'elle a l'air d'avoir 5 ans de moins que tout le reste de la bande, mais aussi parce que sa coupe de cheveux est claquée au sol. Écoutez,
Je sais que la coupe de cheveux Vegeta était probablement trop farfelue pour fonctionner, mais c'est quoi ça? Vous me dites que c'est la coupe d'un mec qui est sorti avec toutes les meufs de sa classe? Bref, ma plus grosse surprise a été le jeu d'acteur de Gulliver Bevernage Benadj. Il réplique l'attitude comique et décontractée de Odd avec une facilité déconcertante. Je trouve que c'est le personnage qui s'est le mieux retranscrit dans le live action, avec un autre mais j'en parlerai tout de suite après. Je trouve cependant qu'il est beaucoup aidé par le fait que Odd est le personnage avec le plus de personnalité dans la série originale, ce qui fait de lui le meilleur personnage de la bande, mais vous êtes pas prêts pour cette conversation. Un autre personnage très bien retranscrit est Jim Morales, qui est tout droit sorti du dessin animé. Bastien Tellier. A fait de l'excellent travail. Puis il y a finalement Sissi. J'aime qu'il soit parti pour le look bimbo dans cette adaptation. Ça colle bien au personnage et ça la différencie de Yumi. Car il faut avouer que les deux se ressemblaient vachement beaucoup dans le dessin animé. Ça avait même été relevé dans un épisode. Par contre, il va falloir parler de la jupe, mademoiselle. Dans mon collège, ça aurait jamais passé. Malheureusement, Sissi n'est pas accompagnée de ses deux acolytes dans cette suite. Beaucoup de personnages n'ont pas pu survivre à l'adaptation. 1 minute de silence pour nos disparus. Parlons maintenant du jeu d'acteur. Comment dire? Le niveau général est médiocre. De ce que j'ai compris, une bonne partie des acteurs qui jouaient les Lyoko guerriers étaient des débutants. Je les félicite pour leurs efforts, mais le résultat est vraiment pas terrible. Ce n'est pas du tout aidé par l'écriture des dialogues qui est insipide au possible. Le manque d'expérience des acteurs est encore plus flagrant dans les phases sur Lyoko. Le doublage est un art qui prend des années à perfectionner. Et là, ce n'est même pas de doublage dont il est question. Pour vous expliquer, les voix dans le dessin animé original étaient doublées en français à partir d'une piste en anglais, langue utilisée par les animateurs en Chine pour travailler. Les comédiennes de doublage devaient donc se baser sur le timing des bouches en anglais, ce qui n'est pas du tout le cas dans Code Lyoko Evolution. Ben oui, comme tout est fait en France, pas besoin de piste en anglais. Donc on se base directement sur les voix des acteurs pour faire l'animation des phases sur Lyoko, sans restriction de timing ou d'intention. Donc expliquez-moi comment les répliques sont balancées avec aussi peu d'entrain et d'énergie. Qu'est-ce que tu fais sur ma moto? Eh ben, sympa l'accueil. Alors, j'ai l'impression que tu vas avoir du mal à t'en sortir tout seul. Ah ouais. Maintenant, on peut régler nos comptes. Eh, tu te calmes, ok? Dans tes rêves, ouais. Je vais te mettre une raclée. Mais comment c'est nul! Ma grand-mère aurait pu faire mieux! Mais ce n'est pas la faute des acteurs, le responsable de la direction des voix est le vrai coupable là-dedans. J'en profite pour parler des phases sur Lyoko. Dans ma rétrospective de la série originale, j'avais dit que malgré le fait que les portions en images de synthèse aient vieilli, l'animation elle restait de très bonne qualité, avec des angles de caméra et des chorégraphies dynamiques. L'équipe 3D de l'époque a vraiment mis le paquet sur les scènes d'action, surtout dans la dernière saison de la série originale. Donc comment s'est débrouillée l'équipe de la nouvelle série? Esthétiquement parlant, pas trop mal. La 3D est moderne en plus d'être de bonne qualité. Mais je ne suis pas du tout fan des redesigns des modèles 3D des Lyoko guerriers. Ils ont gommé la patte des créateurs originaux de la série pour un style plus générique. Les personnages avaient tous ce regard intense qui me donnait des airs Dragon Ballesques. Là, on se dirait dans un épisode de Miraculous. L'action quant à elle est molle, vraiment rien d'incroyable ou d'ambitieux au niveau de la mise en scène, ce qui est vraiment dommage avec l'évolution de la technologie en images de synthèse. Pour finir, je trouve que le problème à l'origine de tous ces choix artistiques douteux est tout simplement le manque de direction de la série. La série originale avait une ambiance qui lui était propre. Inspirée d'œuvres de science-fiction de son temps comme Matrix ou Serial Experiment Lane, Code Lyoko avait un ton étonnamment sombre et froid pour une série destinée à un jeune public. La musique de Code Lyoko a joué aussi pour beaucoup dans le succès de la série. La bande originale de ce dessin animé est excellente, remplie de thèmes iconiques et irremplaçables, comme le thème de Xana, le thème de l'usine, tous les thèmes de combat sur Lyoko, le thème de William, le putain de thème principal qu'ils n'ont même pas mis dans cette putain de série. Je suis persuadé qu'ils ont eu des problèmes de droit d'auteur. Ça ne peut être que la seule raison. Vous pouvez pas venir me dire qu'ils ont abandonné l'OST de la série originale pour de la musique aussi générique. Tu vas où? C'est le labyrinthe, là. On devait pas aller dans le cœur de Lyoko? On dirait que c'est sorti d'une banque sonore libre de droit. Tout ça combiné à des dialogues insipides et à un montage désastreux. Parce que oui, je ne pense pas que les acteurs étaient les seuls à être des débutants, hein. Odd, c'est Elita. Tu dois avoir envie d'entrer pour pouvoir entrer. Oh, doucement. Les acteurs incarnant les personnages principaux ont presque tous l'air plus vieux que l'âge qu'ils sont censés avoir. Le plus vieux avait 21 ans au moment du tournage de la série. On aurait eu le droit de s'attendre à une série destinée à un public un tout petit peu plus âgé, non? Malheureusement, les scénaristes s'entêtent à écrire des dialogues plats et niais qui ne fonctionnent tout simplement pas.
Avec le jeu d'acteur moyen, beaucoup de moments de la série frisent la parodie. Bon, après une bonne petite dose de médisance, attaquons le prochain morceau de cette rétrospective, les nouveautés de cette série. Les nouveautés. Code Lyoko Evolution comporte son lot de changements. Lors de leur pérégrination dans la mer numérique, nos héros découvrent le Cortex, un monde virtuel différent de Lyoko qui dispose de son propre supercalculateur, identique à celui construit par Franz Hopper. On pourrait comparer le Cortex au réplica de la saison 4 de la série originale. Le Cortex dispose d'un territoire impraticable à cause du mouvement imprévisible de son sol et de ses murs, menaçant constamment les Lyoko guerriers de se faire écraser. Jérémy trouve donc comme solution de créer le Mégapod, un véhicule maniable qui les aidera sans problème à explorer les recoins du Cortex. Le monde du Cortex est bien construit, aussi bien l'extérieur que l'intérieur du noyau, qui est composé d'une zone abritant l'ordinateur principal, ordinateur gardé par une armée de ninjas cybernétiques. Le Cortex n'est pas aussi vaste et complexe que le 5e territoire, mais reste une nouveauté appréciée. J'ai toutefois des doutes concernant l'utilisation du Mégapod. J'ai l'impression que son existence est une excuse scénaristique pour économiser de l'animation. La majeure partie des phases en extérieur se font à bord de ce véhicule, avec de temps à autre quelques plans fixes des personnages qui parlent à l'intérieur. Ça rend les phases extérieures du Cortex assez ennuyeuses. Le Cortex est un territoire qui appartient désormais au nouvel antagoniste de cette série, du nom de Lowell Tyrone. Tyrone est un ancien collègue de Franz Hopper, avec qui il se serait séparé à la suite d'une dispute. Il aurait volé les plans de son ancien collègue pour bâtir son propre supercalculateur. On ne sait pas vraiment grand chose sur lui, à part sa responsabilité dans la création du Cortex et de l'existence des ninjas qui doivent affronter nos héros. Tyrone n'a aussi pas l'air d'être au courant de l'existence de Xana. Son rôle au début de cette série est assez mineur, pour prendre beaucoup plus de place à la fin de la saison. Nous aurons l'occasion d'en parler en temps voulu. La dernière nouveauté est l'introduction d'un nouveau personnage dans la série. Pour la peine, passons à la prochaine portion de cette rétrospective, les personnages. Dans cette rubrique, nous allons nous pencher sur l'évolution de l'arc narratif de chaque personnage principal de cette série. Les personnages. Pour remettre en contexte, parlons du retour de Xana. Selon Jérémy, Xana aurait implanté des codes sources dans chacun de nos Lyoko guerriers avant sa destruction à la fin de la série originale. Étant très faible, son objectif est maintenant de les récupérer pour regagner sa puissance d'origine. Comment va-t-il s'y prendre? En envoyant des spectres polymorphes aux trousses de nos héros dans le monde réel. C'est une excuse acceptable pour expliquer les attaques moins audacieuses de Xana, et de surcroît le manque de budget de la série. Le problème survient dans la structure des épisodes. Dans ma rétrospective de la série originale, je me suis beaucoup plaint que les épisodes se passaient souvent de la même façon. Xana active une tour et attaque dans le monde réel, nos héros vont sur Lyoko pour désactiver la tour, puis retournent dans le passé pour tout rétablir. Cette formule était le plus gros défaut de la série qui m'empêchait de la recommander à qui que ce soit aujourd'hui. Malheureusement, Code Lyoko Evolution retombe dans cette structure narrative bancale, mais en plus avec des attaques de Xana claquées au sol. À un moment, ils se font poursuivre par un putain de gamin de 8 ans. Mais on est où? GG à Odd pour cette réplique. Ah, Elita, t'es branché petit 6ème maintenant? J'espère que t'es un bon avocat, hein. On peut voir le fil rouge qui lie les épisodes entre eux, mais beaucoup d'épisodes dans cette saison sont sans intérêt, ce qui rend le visionnement très difficile. Parlons maintenant de la nouvelle venue dans le groupe. Je veux bien sûr parler de Laura Gauthier, le nouveau petit génie de Kadik. Bon, nouvelle venue dans le groupe, c'est vite dit, hein? Parce que tous nos héros tolèrent son existence plus qu'autre chose. C'est aussi le cas des spectateurs. Laura est une jeune fille surdouée qui est dans la même classe que Jérémy et les autres. Elle est très intelligente, plus intelligente que Jérémy même, puis n'hésite surtout pas à nous le faire savoir tout le long de la saison. En plus d'être prétentieuse, Laura est aussi ce qu'on pourrait qualifier de sous-moon. Très vite dans la saison, elle mettra son nez dans les affaires de nos héros, puis, grâce à des moyens détournés, réussira même à intégrer la bande dans leur lutte contre Xana et Tyrone. Au début de la saison, elle parvient à rentrer dans le laboratoire en suivant William dans son trajet jusqu'à l'usine. William, je t'ai déjà dit que tu te... Grâce à son aide, Jérémy réussit à sauver Yumi qui était coincée du Mégapod à la suite d'un bug informatique, mais ne rejoint pas encore l'équipe à cause d'Alita qui fait un retour vers le passé, ignorant le vote de l'équipe parce qu'elle, je cite, se méfie un peu de cette fille, elle sait pas pourquoi. Notre chère Alita ne ferait-elle pas une petite crise de jalousie? Laura reviendra dans le labo une deuxième fois. En gros, Jérémy et Alita avaient besoin de son aide pour créer un virus capable de détruire le Cortex et Xana. Elle se fait cette fois-ci appâter par Odd qui lui vole son portable. Elle décide donc de le suivre jusque dans une usine désaffectée? D'accord, la surdouée. Une fois le virus finalisé et testé, nos héros décident ensuite de faire un retour vers le passé et de tout faire oublier à Laura. Ce qui est un choix moralement discutable quand on y pense. Ils utilisent les compétences de quelqu'un puis s'en débarrassent comme une vieille chaussette quand ils n'en ont plus besoin. Ce ne serait pas du genre de Jérémy et Alita de faire ça. Mais contre toute attente, Laura, géniale comme elle est, a réussi à avoir dans le code des informations concernant le retour vers le passé et y a glissé un programme crypté l'empêchant de perdre ses souvenirs à son activation.
Les Ryoko guerriers n'ont donc plus d'autre choix que de l'intégrer à la bande, mais la tiennent à l'écart et lui donnent le moins d'informations possible. Plus tard dans la série, Laura apprend que nos héros n'ont toujours pas utilisé le virus pour détruire le supercalculateur du Cortex et vaincre Xana. Donc elle convainc William d'aller sur le Cortex pour activer le virus tout seul. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans la saison 3, vous comprendrez que c'est une idée vraiment mais vraiment à chier. Tout se passe mal, mais finit par rentrer dans l'ordre quand le reste des Ryoko guerriers interviennent. William s'excuse et finit par se rendre compte qu'avoir des amis pour t'aider ce n'est pas si mal après tout. Mais Laura, dans le mépris le plus total, rétorque: Décidément, vous arrangez pas. Hein. La faiblesse, c'est vraiment votre truc. Mais toi, mais tais-toi, sinon... Tu lâches jamais rien. Jérémy propose l'exclusion de Laura des Ryoko guerriers. Le groupe est unanime. Je suppose que le vote de William ne compte pas. Jérémy, tu vas lancer un retour dans le passé. Elle se souviendra plus de rien. Ça marche pas sur moi. Surprise, je viens de boucler une nouvelle version. En accentuant la courbure espace-temps, le supercalculateur quantique va se focaliser sur toi. Et bam. Ouais, bien dit, Einstein. Je peux pas faire ça? Ok si. Allez hop, ça dégage, connasse! Bon vent! Laura a perdu tous ses souvenirs, mais réussit quand même à mettre des bâtons dans les roues de nos héros malgré elle. Pour résumer, au milieu de la saison, un représentant de l'école de recherche en physique quantique, la meilleure école d'Europe, est venu pour essayer de recruter Jérémy et Laura. Ses véritables intentions étaient d'essayer de trouver des informations sur l'endroit où serait localisé le supercalculateur de Ryoko. Son interrogatoire avec Laura ne mène nulle part, mais il lui donne le numéro de son école pour qu'elle l'appelle. Elle a un bon niveau de connaissance dans la physique quantique, comparé à Jérémy qui a raté le test qu'on lui a donné. Point faible, trop forte. À la fin de la saison, elle rappelle le numéro de l'école puis tombe sur nul autre que Lowell Tyrone lui-même. Il s'avère que Tyrone est le directeur de l'école et que c'était lui qui essayait de trouver le supercalculateur de Ryoko. Il demande à Laura si elle ne reconnaîtrait pas les avatars des Ryoko guerriers. Laura, qui je vous rappelle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé auparavant, lui répond que les avatars ressemblent à des caricatures de notre bande de héros. On dirait des caricatures de la bande de Jérémy Belpois. Jérémy Belpois? Oui, c'est un élève de ma classe et lui aussi s'intéresse à la physique quantique. Mais je suis meilleure que lui dans beaucoup de matières, hein, et j'ai aussi plein de... Mais ferme ta gueule pour l'amour de Dieu! L'écriture de cette scène est tellement forcée que ça me donne mal au cœur, vraiment. Laura associe directement les avatars à Jérémy Belpois. D'accord, je suppose que la ressemblance est tellement frappante que n'importe qui aurait pu les reconnaître en regardant 5 secondes. Je suis pas génie donc je peux pas savoir. En plus elle le name drop dans le plus grand des calmes pour le rabaisser une dernière fois gratuitement. Comment tu casses les couilles, sérieux? Donc grâce à l'aide précieuse de Laura, Tyrone a toutes les informations nécessaires pour trouver le supercalculateur et arrêter les agissements de Jérémy puis sa bande. Encore une fois, je trouve le personnage de Laura aussi exaspérant que mal écrit. Elle est prétentieuse en plus d'avoir toujours raison. Une combinaison de traits de caractère qui est destinée à rendre tout personnage détestable. Mélangée au fait qu'elle n'a pas de défaut flagrant, Laura a vraiment l'air d'être écrite comme un personnage self-insert. Elle arrive très vite dans un groupe déjà établi et a des compétences qui sont clairement supérieures à tout le monde, au point où le groupe ne peut pas se passer d'elle parce qu'elle est trop forte. Vous allez sûrement me dire, mais en quoi son intégration dans le groupe diffère de celle de William? William aussi a suivi nos héros jusqu'à l'usine et a appris l'existence du laboratoire. William aussi a sauvé tout le monde d'une mort certaine. Et William aussi a été sur le point de rejoindre l'équipe pour finalement se faire rejeter à cause d'un membre qui se méfiait de lui. Quelle est la différence entre lui et Laura? Déjà, William est trop badass. Mais sa badasserie est balancée par le fait qu'il était con aussi. William avait également un énorme défaut, sa témérité. C'est la raison pour laquelle il a été xanatifié par la Méduse et qu'il est devenu son bras droit pendant toute une saison. Pour sa défense, Laura n'a eu qu'une seule saison pour étoffer son personnage, comparé à William qui en a eu 3. On voit des pistes scénaristiques sur lesquelles le personnage de Laura aurait pu se diriger. Par exemple, lorsqu'un bug informatique au collège Cadix survient, les notes d'examen de tout le monde se mélangent. Des surdoués comme Jérémy et Laura se retrouvent avec des notes désastreuses. En conséquence, le père de Laura débarque pour la faire changer d'école. C'est un peu soudain, vous ne trouvez pas? Ça aurait été un élément d'histoire intéressant à pousser. Il y a aussi le moment où elle est sur le point de se faire virtualiser sur Ryoko. Transfert, Laura. Putain, Alita, nique ta mère! Pour conclure, il est clair que le développement du personnage de Laura devait se faire sur plusieurs saisons. Triste quand on sait ce qu'il adviendra de cette série. Néanmoins, l'introduction et le développement de son personnage dans cette saison est maladroitement réalisé, ce qui est très dommage pour un personnage qui est censé devenir un protagoniste. Parlons maintenant du personnage d'Aelita. À la fin de la saison 4, Aelita a réussi à tourner la page après le sacrifice de son père et était prête à vivre sa propre vie. Dans la série originale, Aelita était une fille douce et très sage, mais laissait souvent ses émotions prendre le dessus, ce qui la laissait prendre des décisions sous le coup de l'impulsivité. Elle pouvait aussi être têtue et assez orgueilleuse par moments, en plus d'être un tout petit peu jalouse. J'ai beau être médisant sur l'inclusion de Laura dans le groupe, je trouve que sa relation avec Aelita vient piquer parfaitement dans les défauts de celle-ci. La supériorité intellectuelle de Laura et ses rapprochements avec Jérémy rend Aelita terriblement jalouse, ce qui laisse place à une Aelita beaucoup plus abrasive dans cette saison. J'aime beaucoup ça. Ça rajoute une touche de nuance à son personnage et pimente un peu les interactions de groupe. L'arc narratif d'Aelita était presque clos.
La seule pièce manquante du puzzle était le sort de sa mère après son enlèvement par des hommes en noir. Cette série répond finalement à cette question, mais l'exécution laisse à désirer selon moi. Tout simplement parce qu'on retombe dans les facilités scénaristiques de la série originale. Aelita, qui doit être la fille la plus intelligente du groupe, se fait encore avoir par quelqu'un qui lui envoie « J'ai des informations sur tes parents, mais viens toute seule et dans un endroit isolé. C'est très important, s'il te plaît. » Pour se faire kidnapper comme une ensuite. Les multiples fois où Aelita s'est fait avoir de cette façon dans la série originale me faisaient rager. Mais pour qu'il nous fasse encore le coup dans cette saison, c'est tout simplement du foutage de gueule. Mais continuons. Aelita passe la majorité de la saison à chercher sa mère, qu'on connaît maintenant sous le nom d'Anthea Hopper, qui n'a plus les cheveux roses. Elle avait les cheveux roses dans le dessin animé. On aurait pu se dire qu'elle les a peut-être teints pour se cacher, mais on la voit dans les souvenirs d'Aelita avec la même couleur. Va falloir qu'on m'explique là. Lors d'une expédition dans le noyau du Cortex, Aelita découvre en piratant la caméra du labo de Tyrone que sa mère travaille pour lui. Elle a décidé de refaire sa vie avec Tyrone car elle pensait que sa fille était morte avec son mari. Le reste du groupe reporte la destruction du Cortex pour laisser Aelita le temps de rentrer en contact avec Anthea. Si le virus de Jérémie et Laura est relâché, non seulement le supercalculateur du Cortex sera détruit, mais aussi le seul lien de communication qu'a Aelita avec sa mère. Plus tard dans la saison, Aelita parvient finalement à envoyer un message à sa mère. Ils ont peu de temps avant que Tyrone se rende compte qu'il les espionnait, donc elle va à l'essentiel. J'ai survécu grâce à papa, c'est lui qui m'a mis sur Lyoko. Maman, je t'aime. Écoute ma voix. Maman! Yoko. Aelita. Coucou. Les choses finissent par se précipiter à la fin de la saison. Avec ses magouilles, Xana est à 95% de sa puissance et commence à devenir redoutable. Les Lyoko guerriers n'ont pas d'autre choix que d'utiliser le virus pour détruire le Cortex. Aelita comprend la situation et accepte que Jérémie l'active. Elle a pu dire à sa mère qu'elle était toujours en vie, elle trouvera bien le moyen de la retrouver. Son souhait ne pouvait pas être exaucé aussi rapidement. Grâce à Laura, Tyrone est venu faire un tour à Kadik pour venir parler à sa belle-fille. Bah ouais, il s'est remarié avec la femme de son ancien collègue, l'enfoiré. Tyrone s'est marié avec Anthea pour obtenir les archives de Franz Hopper. Il ordonne à Aelita d'arrêter leur tentative de destruction du supercalculateur du Cortex, sous peine de ne plus jamais revoir sa mère. Aelita est partagée, mais refuse d'écouter son beau-père et finit par s'enfuir. C'est un dilemme assez intéressant, parce qu'en réalité, Tyrone est un connard, mais n'est pas vraiment un méchant. La seule raison pour laquelle il est en conflit avec nos Lyoko guerriers est parce qu'ils veulent détruire son supercalculateur car Xana s'y cache. Il essaie juste de se défendre d'une bande de gamins qui marchent sur ses plates-bandes. Le genre de problème qui pourrait s'arranger avec une petite discussion des deux parties dans une saison prochaine. Aelita est le personnage qui porte toute la série sur son dos. Je trouve son développement intéressant quoique un peu maladroit par moments. Mais elle reste un des meilleurs personnages de la série. Je précise que je suis team Aelita les gars, j'ai changé de team en re-regardant la série originale. Jérémie quant à lui est toujours fidèle à lui-même. Dans la série originale, Jérémie était un leader irréprochable. Malgré sa couardise et sa condition physique discutable, sa rigueur et sa dédication suscitaient le respect de tous les membres du groupe. Dans le cas de Code Lyoko Evolution, son aura a pris un sacré coup avec l'arrivée de Laura, qui, je rappelle, débarque dans l'usine pour coder le virus mieux que lui, alors qu'il s'est cassé le cul pendant des jours sans succès. Ou lorsqu'il s'est planté au test de l'école de physique quantique, alors que Laura, qui à ce moment-là avait encore tous ses souvenirs, a tout essayé pour foirer le test, mais comme elle était trop forte, a quand même attiré les soupçons du représentant. Bref. J'ai du mal à apprécier le personnage de Jérémie dans cette saison. Il se retrouve coincé dans son rôle de leader sans avoir d'occasion de se développer. Tout ça pour se faire mener par le bout du nez par Laura et Aelita. Il a clairement été mis en retrait et je trouve ça assez dommage, car il a un personnage que j'apprécie beaucoup. Odd, je le répète, est le personnage qui a été le mieux adapté de la bande. Dans Code Lyoko, il arrivait toujours à sortir des punchlines au meilleur moment, en plus d'être l'un des meilleurs guerriers sur Lyoko. On apprend plus tard que derrière ses airs de mec décontracté, se cachait un garçon insécure qui compense ses complexes physiques et ses performances académiques désastreuses avec beaucoup d'humour. J'ai beau me plaindre de la carrure de l'acteur, c'est quand même bien trouvé quand on pense que Odd complexe sur son physique. On le traitait souvent de maigrichon dans la série originale, donc j'apprécie l'intention. Dans Code Lyoko Evolution, Odd a droit à ses petites nouveautés, comme le retour de Samantha, sa petite amie, qui est désormais élève à Kadik, et qui a reçu un traitement diabolique tout le long de la saison. Parlons tout d'abord du whitewashing honteux du seul personnage black nommé dans la série originale. Avec Tamia, mais ils ne l'ont pas mis dans le show, c'est saligo. On aurait pu se dire que la production avait du mal à trouver une actrice noire et que l'actrice qu'ils ont fini par choisir comblait le rôle à la perfection. Mais l'actrice de Samantha doit être la pire performance de toute la série. Tu vois, c'est vraiment toi? Non, non, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content de me revoir? Oh. Non mais ça va pas! Vous l'avez fait exprès, je vous ai vu!
Samantha n'a pas vraiment d'incidence dans l'histoire à part pour donner une sous-intrigue nulle à Odd. Ce qui est dommage car il y avait moyen de pousser plus le personnage. Pour revenir à Odd, une chose qui m'a surpris est son duo avec William. Malgré le jeu d'acteur moyen, je trouve qu'ils ont quand même une bonne chimie en s'envoyant des tacles sur Lyoko. Ça ne fonctionne bien que sur Lyoko. On y croit tout de suite un peu moins quand on voit William qui fait 2 têtes de plus que lui dans le monde réel. Je trouve aussi dommage que Odd perde sa complicité avec Ulrich. Dans la série originale, ils étaient inséparables. Là, on dirait qu'ils se parlent à peine. En parlant d'Ulrich, vraiment. Son personnage n'a pas évolué dans cette saison. Et pour être honnête, Ulrich n'a pas évolué en 4 saisons de Code Lyoko. Je ne comprends pas pourquoi les scénaristes sont aussi bornés à maintenir le statu quo de sa relation avec Yumi. L'un des seuls aspects intéressants de son personnage. Ulrich est le même, à la seule différence qu'il a finalement eu sa poussée de croissance. Ça ne l'empêche pas de se faire encore quequer par William et de ne jamais avouer ses sentiments à Yumi. Ça casse les couilles à force. Le public a vieilli depuis 2007. Nous n'avons plus la tolérance pour les amourettes d'enfants de 10 ans. Je ne demande pas de traitement à la Netflix. Je demande juste qu'on puisse aborder leur relation avec plus de maturité. Pour les autres aspects de la personnalité d'Ulrich, il a perdu son aura, il a beau faire 1m80, il n'a pas le centième du charisme du petit Ulrich ténébreux de la série originale. Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Ça fait 1 heure qu'on t'attend. J'ai pas mon portable, je fais du yoga. J'ai pas mon portable, je fais du yoga. Est-ce que tu pourrais redire la phrase avec un peu moins de testo, s'il te plaît? Mais man-toi, il y a William qui est sur Yoko et il y a un spec qui se promène. Mais c'est pas le plus grave. Yumi? Mais putain, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont tué! Ils ont tué Ulrich! Espèce d'enfoiré! Je suis en train de regarder mes notes sur Yumi et je me rends compte que je n'ai pas vraiment grand chose à dire sur elle. C'est Yumi. Niveau développement, c'est pas fameux non plus. Au moins, elle garde quand même son rôle de grande sœur du groupe, même si elle est moins badass que dans la série originale. Pour terminer, parlons de William, le mouton noir de la bande. Pour vous rappeler la fin de la série originale, William était boudé du reste de la bande après son sauvetage des griffes de Xana. Il a été son bras droit malgré lui pendant toute la saison 4. Donc dans Code Lyoko Evolution, nos héros se méfient encore de lui. Ce qui est stupide, car certes, William a été xanatifié parce qu'il a un peu fait le con, mais le fait que la bande ne blâme entièrement pour ça est totalement injuste en plus d'être débile. Je ne vais pas faire l'effort de vous résumer l'épisode où tout est arrivé, mais dites-vous que c'est une suite d'événements forcés qui ont mené à sa transformation par la méduse. Sans parler que William était un parfait débutant sur Lyoko. N'importe qui à sa place aurait pu se faire avoir. C'est un problème que j'avais avec la série originale qui continue au début de cette saison. Ensuite, William n'est plus du tout le même personnage. Dans la série originale, c'était cet électron libre un peu rêveur qui accumulait les râteaux avec Yumi. Il était à la fois badass et maladroit, mais ne se prenait jamais trop au sérieux, contrairement à Ulrich. Pour être honnête avec vous, William avait beaucoup plus de charisme qu'Ulrich. Il méritait clairement de finir avec Yumi car lui, au moins, faisait des avances. Le William de cette saison a perdu toute sa poésie. Il est devenu un mec ténébreux et qui agit comme une brute épaisse avec tout le monde. La richesse de son personnage a disparu, en plus de la performance de son acteur qui est médiocre. Ils ont tué Ulrich, mais je pleure chaque jour la mort de William. Paix à ton âme, mon ami. Le développement de William dans cette série est simple. Le groupe ne le veut pas au début, mais en faisant quelques magouilles, il s'incruste dans une mission et carry l'équipe. Donc ils le remettent dans l'équipe. Enfin, bon, ce n'est pas tout. Il a aussi cette relation bizarre avec Laura, où elle le manipule pour qu'il lui donne des infos sur la bande. Il accepte même de l'accompagner jusqu'à l'usine pour essayer d'activer le virus du Cortex à l'insu de tous. Ce qui devait arriver arriva, la méduse débarque et suce William pour le transformer en méchant. Premièrement, William, espèce de con, comment tu fais confiance à cette connasse? Puis deuxièmement, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que tu es parti sur Lyoko, avec personne pour couvrir tes arrières? Les personnages ont des problèmes de mémoire ou quoi? William se fait sauver par tout le monde à la fin de l'épisode. Étrangement, on ne le réprimande pas pour la dinguerie qu'il vient de faire, mais vous savez quoi? C'est parfait! On n'aura pas à se remanger cette intrigue. Let's go! Terminons avec la fin de la saison. À la fin du dernier épisode, Aelita réussit à ouvrir un chemin d'accès dans le noyau du Cortex pour que Jérémy active le virus. Tyrone s'en rend compte et désactive le supercalculateur, forçant nos protagonistes à déguerpir au plus vite. Jérémy réussit à dévirtualiser nos héros et à activer le virus in extremis, mais le supercalculateur du Cortex éteint, il ne fera effet qu'à sa réactivation. Tyrone essaie de gagner du temps pour trouver une solution. La menace de Xana est néanmoins écartée. Nos héros terminent la saison en désactivant le supercalculateur de Lyoko. Tyrone va revenir pour Aelita, mais nos Lyoko guerriers feront tout pour la protéger. À suivre. Conclusion. Code Lyoko Evolution est une série sans réelles ambitions, qui retombe dans les défauts de son prédécesseur sans répliquer le charme qui en émanait. L'intrigue est formatée et répétitive, les personnages ennuyeux au possible et la production au mieux médiocre. La série a reçu un accueil mitigé, ce qui a été un échec critique pour la compagnie Moonscoop qui, après des conflits internes et des soucis judiciaires, s'est fait racheter par Dargo en 2014, soit 1 an après la sortie de la série. Les créateurs de la série originale, qui ont quitté la suite pendant sa pré-production pour des raisons scénaristiques, ne considèrent pas Code Lyoko Evolution comme canon.
Le dessin animé original était loin d'être parfait, mais il était excusé par sa qualité qui était clairement au-dessus du dessin animé pour enfants moyens. C'est pour ça que les fans de la série s'en souviennent encore. Code Lyoko Evolution quant à lui n'apporte rien de novateur, en plus d'utiliser une propriété intellectuelle chérie par les fans pour en faire quelque chose de tout bonnement insipide. Pas besoin de vous dire que je vous déconseille fortement de regarder ce navet. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, je tiens à vous remercier infiniment. J'essaie d'avoir un rythme de sortie de vidéo plus régulier. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer la cloche. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me donner des suggestions de dessins animés dans les commentaires. L'année ne fait que commencer.